tous et à toutes. Je me présente, mon nom est Gabrielle Granger, je suis chargée de projet aux événements chez Genium 360. Merci à tous d'être connectés avec nous ce midi pour cette conférence qui vous aidera à mieux comprendre le nouveau régime CELIA. La présentation va durer environ 45 minutes et elle sera suivie d'une période de questions. Je vous invite donc à nous transmettre vos questions tout au long de la conférence via le module Q&A de Zoom. Nous allons poser les questions les plus populaires à notre conférencier lors de la période de questions à la toute fin. Je tiens à remercier notre partenaire Planiprêt pour ce webinaire. Grâce à eux, les membres de Genium 360 ont accès à des offres très intéressantes sur les programmes hypothécaires. Je vous invite à consulter la section privilèges du site web de Genium 360 pour en savoir plus. Sur ce, je cède la parole dès maintenant à Peter Tsakiris, courtier hypothécaire chez Planiprêt. Bon webinaire. Merci beaucoup, Gabrielle. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer en partageant mon écran. Je m'excuse. Parfait. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. J'aimerais vous remercier de participer à ce webinaire. Dans les prochains 45 minutes, je vais essayer de démystifier le monde de courtage hypothécaire pour l'achat de la première maison. Je vais essayer vraiment de vous dire les différentes particularités que vous devriez apprendre. Et évidemment, le but du séminaire, c'est de vous donner aussi le fonctionnement du CELIAP et de vous donner des façons qu'on pourrait prendre avantage. Mais avant tout, on va vous parler de l'objectif du webinaire qui est de vous informer, de vous sensibiliser dans ces particularités que je vous ai parlé et évidemment de vous convaincre de faire équipe ensemble afin que vous réussissiez la meilleure transaction immobilière. Notre équipe est dédiée. C'est une équipe vraiment qui conseille uniquement les membres de Genium et ceci depuis 2010. Alors, on est une entreprise québécoise, on a accès à toutes les gestions financières qui sont ouvertes au courtage et même plus. Il y a des gestions financières qui ne sont pas ouvertes au courtage, mais font affaire avec nous. Alors, on a vraiment des avantages de faire affaire avec Planiprêt dans l'équipe élite plutôt que d'aller dans d'autres firmes. Je vais vous en parler encore plus loin dans le webinaire. Nous n'avons pas de produits maison. Alors, il n'y a pas d'hypothèque Planiprêt. C'est vraiment très important de le garder en tête. On va vous conseiller la meilleure hypothèque qui est disponible dans le marché, qui correspond à vos besoins. Et en même temps, on va vous donner des conseils bonifiés. Pourquoi bonifiés? Parce qu'on est partenaire aussi avec la firme de planification financière Whitemont, une firme qui existe depuis 24 ans, qui administre plus de 800 millions et va donner des conseils vraiment globaux, considérant la direction des taux d'intérêt, considérant la fiscalité. Alors, c'est deux importants facteurs à considérer quand on va justement vous proposer un produit hypothécaire. Un achat doit se planifier. Malgré que vous pouvez acheter comme célibataire, vous pouvez acheter votre condo, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure solution, la meilleure option. Pourquoi? Parce que du moment que vous allez être en couple, fort probablement, les besoins vont changer. Soyez pas certain que votre condo va plaire à l'autre personne. Alors, vous savez, déménager, ça coûte de l'argent. Vendre, payer les frais de courtage,
déménager et repayer la taxe de bienvenue, c'est des coûts qui s'ajoutent. Alors, notre premier conseil, ben, soyez certain que votre situation familiale est établie, est solide. Vous planifiez d'avoir des enfants pour ne pas faire un achat uniquement pour quelques mois ou quelques années seulement. Deuxième facteur, ça prend un emploi permanent, ça prend un emploi sans période de probation. Alors, la stabilité financière, c'est quand même important. Ça prend une mise de fonds. C'est des facteurs que je vais vous parler un petit peu plus tard dans les webinaires. Il faut décider quel type de propriété vous voulez acheter. Est-ce que ça serait un condo? Ça serait une maison? Un duplex? Un triplex? Un multiplex? Bref, en partant, c'est une discussion que nous allons avoir ensemble et on va vous écouter et on va vraiment concentrer nos efforts vers les types de propriétés que vous voulez. Maintenant, je vous invite, prenez votre calepin et prenez des notes. Parce que je vais partager une recette qu'on donne vraiment à tous nos clients quand ils pensent acheter leur première maison. Alors, il faut déterminer l'endroit que vous voulez acheter. Il faut déterminer les quartiers, même les quadrilatères. Choisissez vraiment en telle rue et telle rue, vraiment, ce que vous voulez vraiment avoir. Et là, faites une recherche du meilleur courtier immobilier dans ces quartiers. Appelez-les. Dites-lui, je suis sérieuse d'acheter une maison. J'ai besoin de ton aide pour que tu m'aides dans les contextes où les prix sont élevés et que les prix probablement vont baisser dans les prochaines années. Aide-moi à faire la meilleure transaction que je veux. Demandez-lui sa flexibilité. Vous travaillez, vous êtes occupé, alors ce n'est pas évident de faire des visites pendant les heures de bureau. Alors, il faut vraiment, à partant, exiger vraiment, lui transmettre votre horaire et exiger qu'il soit disponible ou qu'elle soit disponible à la période que ça vous correspond, que ça vous convient. Là, vous allez lui faire comprendre que vous allez faire la transaction avec lui. Parce que, évidemment, le courtier immobilier ne sera pas payé par vous. Il sera payé par les vendeurs de la maison que vous allez trouver. Et pourquoi vous l'avez besoin? Justement, pour la recette que je vous ai parlé. Demandez-lui de vous sortir toutes les transactions depuis avant COVID, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2019, qui ont existé selon les critères qui vous intéressent. Alors, vous voulez acheter une maison avec 4 chambres, avec un garage double dans ces quartiers en question. Vous voulez avoir une maison rénovée, pas rénovée. Vous êtes ingénieur, souvent vous êtes manuel, ça ne vous dérange pas de faire des travaux par vous-même. Alors, pour avoir un meilleur prix, on voit souvent les gens préfèrent avoir une maison qui n'est pas rénovée. Alors, dans le fond, vous lui donnez tous les critères que vous voulez. Lui, il va vous sortir toutes les transactions depuis le 1er janvier 2019 qui correspondent aux critères. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bien, vous allez ouvrir votre chiffrier. Vous êtes habitué d'avoir un chiffrier. Vous allez mettre des colonnes par rapport à vos critères et par la suite, vous allez à chacune des lignes mettre les transactions que le courtier immobilier vous a données en ordre chronologique, de la plus ancienne vers la plus récente. Vous allez avoir une colonne à la fin de votre chiffrier qui va être la date de l'inscription,
le nombre de jours que ça a pris pour que ça soit vendu, les prix demandés initialement, les prix finaux. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire avec ces chiffriers? Mais vous allez tracer une tendance de prix exactement dans les quartiers que vous voulez, selon les critères des maisons qui vous intéressent. Si c'est des triplex, ça peut être triplex, ça peut être n'importe quoi que vous voulez. Qu'est-ce que ça va donner? Évidemment, vous allez voir, vous allez tracer que pendant la COVID, les prix ont explosé et maintenant, les prix commencent à baisser et ça prend plus long pour vendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est plus négociable. Vous allez commencer à avoir des écarts entre les prix demandés et les prix vendus. Bref, vous allez comprendre comment l'immobilier dans les quartiers qui vous intéressent s'aligne présentement. Et chaque fois que je sais qu'est-ce que vous faites à tous les jours, vous allez dans cette centris et vous sortez de nouvelles ventes, de nouvelles inscriptions. Vous pouvez continuer à faire ça ou vous pouvez demander à votre courtier immobilier, votre partenaire, vous lui dites, tu vas travailler fort pour moi, mais à la fin, tu vas m'aider à faire la meilleure transaction, alors tu vas faire ta commission. Alors, vous allez lui dire, regarde, chaque fois qu'il y a une nouvelle inscription, même au point qu'elle n'est pas encore affichée dans Centris, tu me l'envoies. Alors, chaque fois qu'il vous envoie l'inscription, qu'est-ce que vous faites? Vous l'ajoutez dans votre chiffrier. Vous allez voir tout de suite si le prix est raisonnable ou non. Vous allez voir tout de suite si le prix est vraiment intéressant. Alors, ça va vous permettre de faire une offre d'achat avant les autres. Parce que, vous allez visiter la maison immédiatement, votre courtier est disponible, vous pouvez même, la journée de l'inscription ou même avant que ça soit inscrite, s'il a l'information qu'il y a une maison qui vient à l'inscription, vous pouvez toujours aller la visiter. Bref, vous allez prendre une longueur d'avance versus les autres acheteurs et vous allez pouvoir payer les meilleurs prix possibles. Maintenant, comme un achat doit se planifier, les financements aussi se planifient. Avant tout, on va regarder l'horizon de temps. Combien de temps, quand est-ce que vous prévoyez acheter votre maison? Pourquoi que c'est important? Parce que nous, si on voit que l'achat va se faire dans les 6 prochains mois, on pourrait peut-être réserver les taux tout de suite. Alors, dans un contexte d'augmentation des taux, on va vous protéger parce qu'on va réserver les taux immédiatement. Deuxième avantage, c'est que on va regarder vraiment votre mise de fonds. On va essayer de maximiser votre mise de fonds. Et je vais vous donner des trucs tout de suite après. Finalement, on va parler d'autres critères de qualification. Exemple, vous avez un nouvel emploi. Vous planifiez changer votre emploi. Savez-vous que ça prend un emploi qui n'a pas de période de probation? Si vous changez d'emploi, il y a de fortes chances que vous allez avoir une période de probation entre 3 et 6 mois. On va travailler en partenariat ensemble, de s'aligner avec les dates pour que, au moment où vous allez passer au notaire, il n'y a pas de période de probation. Le reste, on va s'en occuper. Même chose, vous pensez partir en affaires ou vous êtes déjà parti en affaires, vous êtes travailleur autonome, vous n'avez pas les 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, c'est nous qu'on va travailler avec vous pour les critères de qualification, pour être certain que vous pouvez vous qualifier au moment où vous allez faire l'offre d'achat. Admettons qu'il y a des ratios serrés. Habituellement, ça n'arrive pas avec les ingénieurs. Vous êtes très épargnant,
les ratios fonctionnent à la merveille. Mais il peut y avoir des situations. Il peut y avoir des congés de maternité. Il peut y avoir des périodes de validité où, vraiment, en regardant les ratios d'endettement, on voit qu'on est un petit peu serré. On va vous guider à ce moment-là. Et c'est certain que les taux de qualification d'aujourd'hui ne sont pas aussi élevés et sont beaucoup plus élevés que les taux de qualification avant. Bref, j'espère que je vous ai démontré à date qu'il faut bien choisir vos partenaires qui vont vous conseiller à faire la meilleure transaction hypothécaire et meilleure transaction immobilière. Parlons maintenant de la mise de fonds. Contrairement aux conseils que vous recevez habituellement, qu'il faut mettre de l'argent dans un compte bancaire et bâtir une mise de fonds, nous, on a une approche un petit peu différente. On a une approche qui va vous faire enrichir. On va vous conseiller, payer vos dettes qui ne sont pas déductibles d'impôts à un taux d'intérêt plus élevé avant de prendre votre argent et le mettre dans un compte bancaire qui rapporte beaucoup moins. Parce que si vous faites ça, vous allez vous appauvrir à tous les jours. Nous, on va vous demander de rembourser vos dettes et on va vous mettre une structure en place que quand le temps va arriver, vous allez avoir l'argent disponible pour la mise de fonds. Laissez-nous à faire ça. On va vous parler maintenant du RAP. Je pense que tout le monde connaît les RAP, alors je vais aller très vite. Mais je vais vous donner quand même une stratégie qu'on utilise tout le temps. Admettons que vous avez un REER de 10 000. Là, à ce moment-là, on va vous dire, faites un prêt REER de 25 000 qui va procurer un retour d'impôt de plus ou moins 10 000. Si vous êtes dans une braquette d'imposition plus élevée, ça va vous donner beaucoup plus que 10 000. Mais admettons que le retour d'impôt, c'est 10 000. Là, en mettant 25 000 dans les REER, 90 jours plus tard, vous avez le droit de le sortir avec les RAP. Alors, vous allez sortir les 10 000 que vous aviez avant, plus les 25 000 du prêt REER, provenant du prêt REER. Alors, il y a deux options pour vous. La première option, rembourser les prêts REER avec, vous prenez les RAP de 35 000, vous avez 35 000 dans votre compte de banque, vous prenez 25 000, vous remboursez les prêts REER. Bien, à ce moment-là, vous allez avoir une mise de fonds de 20 000. Pourquoi? C'est le premier 10 000 initial, plus les retours d'impôt qui vont s'ajouter. Admettons évidemment que vous allez les recevoir avant de passer au notaire. C'est des choses qu'on va planifier avec vous et on va trouver la meilleure stratégie. La deuxième option, ça serait de garder les prêts REER en appliquant les retours d'impôt pour baisser les soldes et par la suite faire une mise de fonds de 45 000. C'est-à-dire les 35 000 du RAP. Non, je m'excuse, il y a une petite erreur. OK, oui. Si on rembourse les retours d'impôt, si on utilise les retours d'impôt pour rembourser les prêts REER, je fais une petite modification juste avant le début du séminaire, bien, ça va faire à ce moment-là une mise de fonds de 35 000. Mais si on utilise les retours d'impôt en plus du RAP de 35 000, ça va vous faire une mise de fonds de 45 000. Alors, tout dépendamment de votre situation financière, on va vous conseiller d'augmenter votre mise de fonds avec les RAP et avec la stratégie du prêt REER. Alors, vous voyez, vous aviez un REER de 10 000 et on peut l'ajouter, on peut le rendre jusqu'à 45 000, justement en utilisant la stratégie du prêt REER et du RAP. Parlons maintenant du CELIAP. Vous savez très bien, la cotisation maximale, c'est 8 000 $ par année, un maximum de 40 000 $ à vie.
attention, contrairement au REER, ça se fait en année de calendrier. C'est-à-dire qu'on a jusqu'au 31 décembre pour ouvrir le compte et mettre la cotisation. Les cotisations sont déductibles d'impôts. Par contre, les cotisations non utilisées peuvent être rapportées. Alors, dans l'exemple, on peut mettre 8 000 cette année. Mettons, on n'a pas l'argent, mais on ouvre les comptes. Et là, on peut rapporter à la deuxième année 8 000. Mais le maximum qu'on peut rapporter, c'est 8 000. Comme pour les RAP, les retraits admissibles ne sont pas imposables. Alors, quand on va sortir l'argent du CELIAP, on n'aura pas à payer de l'impôt comme les RAP. Contrairement, par contre, aux RAP, les retraits admissibles ne doivent pas être remboursés. Wow! C'est là qu'on voit que c'est un beau cadeau du gouvernement parce que la déduction d'impôt, les retours d'impôt, ben, vous le gardez et en plus, on n'a pas besoin de remettre dans les CELIAP l'argent à un moment donné. Vous savez, quand on utilise les RAP, on a 15 ans plus les 2 premières années de grâce à retourner l'argent qu'on a retiré du REER dans le REER. Pour les CELIAP, on n'a pas besoin de faire ça. Alors, l'argent qu'on va sortir du CELIAP, c'est à vous de l'utiliser. Vous gardez les déductions sans problème. Je vais vous donner, ah oui, en plus, les règles d'attribution ne s'appliquent pas. C'est-à-dire, vous pouvez aussi cotiser au nom de votre conjointe jusqu'à 8 000 $ par année, 40 000 $ à vie. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment un no-brainer, je m'excuse de l'anglicisme, de le faire, si vous avez les capacités. Alors, je vais vous donner un cas pratique pour vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors, admettons que vous déménagez avec votre conjoint. Votre conjoint est propriétaire d'une maison. Alors, c'est une nouvelle relation, ça va bien, vous décidez de déménager avec lui ou avec elle. La première chose que vous devrez faire, après d'ouvrir une bouteille pour célébrer, c'est de nous appeler ou d'appeler votre institution financière et ouvrir un CELIAP. Pourquoi? Même si vous n'avez pas l'argent, ce qui compte, c'est la date de l'ouverture du compte. Même si vous ne mettez pas une cent dedans, c'est important de le faire. Si vous avez des enfants de 18 ans, première chose qu'ils devraient faire, après de célébrer évidemment leur 18e année d'anniversaire, c'est d'ouvrir un CELIAP. Pourquoi? Parce que si vous restez avec votre conjoint propriétaire pendant plus que 12 mois, vous devenez conjoint de fait. Et là, vous ne pouvez plus ouvrir les comptes de CELIAP. Alors, tout cet argent-là gratuit, disparu. Il faut ouvrir les comptes de CELIAP immédiatement. Il n'y a rien qui vous empêche cet après-midi d'ouvrir un compte de CELIAP. Il faudrait le faire. Mais pour retourner à mon exemple, on ouvre le compte, vous n'avez pas l'argent de mettre dedans, c'est correct. Là, dans mon exemple, on ouvre le compte l'année prochaine, en 2024. 12 mois plus tard que vous habitez, ben, vous êtes considéré comme un conjoint de fait. Mais à ce moment-là, même si vous n'avez pas l'argent en 2025, 2026, en 2027, prenons l'exemple que vous héritez 40 000 $. À ce moment-là,
vous dites, écoute, je pourrais prendre une partie de ces 40 000 pour acheter, ou la totalité, pour acheter la part de mon conjoint, la moitié de la maison. Comment on peut faire? Bien, première chose qu'on utilise, c'est le CELIAP. On peut rapporter, comme je vous ai mentionné, jusqu'à 8 000 $ maximum. Alors là, en 2027, on a le maximum de 8 000 qu'on peut rapporter depuis le moment qu'on a ouvert les comptes, 2024, plus la cotisation de 2027 qui est 8 000 aussi. Alors, vous pouvez prendre 16 000 $, les mettre dans les CELIAP. Ces 16 000 $ va vous donner un retour d'impôt, évidemment. Ça va vous donner facilement 7 000 $, peut-être plus. Alors, dans ces cas, vous allez avoir, vous pouvez même utiliser les REER, vous pouvez mettre, vous pouvez cotiser dans, non, je m'excuse, je me reprends. Dans ces cas-là, non, on ne peut pas utiliser les RAP. On peut utiliser le CELIAP, mais on ne peut pas utiliser les RAP parce que vous êtes déjà rendu conjoint de fait. Si vous n'étiez pas conjoint de fait, là oui, on aurait pu mettre l'argent dans les REER, avoir la stratégie RAP jusqu'à 35 000 en plus. Bref, je vais vous donner un autre point. Il est important de noter que les cotisations ne sont rapportées qu'à partir du moment où un compte CELIAP est ouvert, contrairement au CELI. Donc, une personne ouvrant un CELIAP dans 10 ans n'aura pas de cotisations rapportées qu'au moment de l'ouverture du compte et pas depuis le début. Je vais vous donner un autre exemple. Admettons que vous avez des REER, vous avez beaucoup d'argent d'avoir REER, vous avez 40 000 $ d'avoir REER, mais vous n'avez pas d'autre épargne et vous voulez acheter une maison. Mais on va vous conseiller, ouvrez un CELIAP. Pour vous et votre conjoint aussi, même si vous n'avez pas d'épargne, autre que les 40 000 $ dans les REER. Au moment où vous allez acheter la maison, vous faites une offre d'achat, les processus que je vous ai expliqué tantôt, vous achetez la maison et là, on fait un RAP. Vous pouvez faire un RAP jusqu'à 30 jours avant l'acte notarié. Alors, vous n'avez pas encore passé au notaire, vous n'avez pas les clés, on fait un RAP. Vous sortez 35 000 $ de votre 40 000 $ de RAP. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, ces 35 000? Bien, c'est simple. Si ça fait 2 ans qu'on a ouvert le CELIAP, bien, on peut mettre 16 000 $ pour vous, un autre 16 000 $ au nom de votre conjoint. Là, on met 32 000 dans le CELIAP. Bien, ces 32 000 va vous donner un retour d'impôt de 13 000 minimum qui va être utilisé plus tard pour baisser l'hypothèque. Vous allez faire un remboursement de l'hypothèque quand vous allez recevoir ce retour d'impôt. Alors, on utilise les mêmes 35 000 de RAP et là, on a 13 000 $ de plus qu'on vient de découvrir en utilisant la stratégie en question. Alors, vous voyez, on peut profiter de 2 programmes en même temps. Est-ce que c'est mieux de prendre un CELIAP ou un RAP? Comme je vous ai expliqué, les 2 programmes sont excellents pour accumuler des sommes en prévision de l'achat de votre résidence. Si on veut vraiment faire le choix entre les 2, on privilégie toujours le CELIAP avant l'ERR, avant les RAP. Parce que, comme je vous ai expliqué, les revenus de placement dans ces comptes ne seront jamais imposables. Si il y a évidemment un achat de maison, évidemment, contrairement
au RAP, parce que, à un moment donné, le REER, quand on va le sortir à la retraite, il va être imposé. Les retraits admissibles n'auront pas à être retournés dans les comptes par la suite, contrairement au RAP, comme je vous ai expliqué. Et même si l'achat de la résidence ne se concrétise pas, il sera toujours possible de transférer les sommes accumulées dans un CELIAP dans les REER. Et donc, ainsi, nous aurons un avantage marqué puisque nous aurons alors cotisé au REER sans utiliser l'espace REER. Alors, ça permet de booster l'espace REER. Évidemment, si l'épargne disponible au projet de résidence est supérieure à l'espace disponible dans les CELIA pour une année, alors les REER seront évidemment recommandés pour l'excédent. Les deux programmes, comme je l'ai expliqué, peuvent être utilisés conjointement. On va parler de la mise de fonds aussi, d'autres stratégies pour la mise de fonds. Avec les prix de l'immobilier aussi élevés, on fait souvent appel à des dons de parents. On va en parler lorsqu'on va utiliser on va étudier votre dossier. C'est important de ne pas prendre des risques avec votre mise de fonds. Alors, pas d'investissement dans les bitcoins, s'il vous plaît. Même si vous croyez que le bitcoin va doubler. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer avec les bitcoins ou avec les actions ou avec les obligations si vous achetez dans 6 mois de maintenant. Et on est chanceux, on peut placer présentement l'argent de façon très sécuritaire à un taux d'intérêt supérieur à 5%. Ça vaut alors la peine. Finalement, il faut regarder la fiscalité. Il y a des façons de rendre l'hypothèque déductible d'impôt. Encore une fois, ce n'est pas le but du séminaire. Je vous le mentionne, on va en parler. Lorsqu'on fait un planning, il ne faut pas oublier les frais de clôture de 1,5% du prix de l'achat. Alors, comme vous voyez, notre objectif, c'est de maximiser votre mise de fonds en utilisant différentes stratégies. Bon, qu'est-ce qui arrive maintenant quand on n'a pas les 20% de mise de fonds pour acheter sans l'assurance préhypothécaire? À ce moment-là, on est obligé de prendre une assurance préhypothécaire et voici les 3 assureurs qui vont nous permettre de le faire. Alors, on pourrait faire l'achat avec une mise de fonds aussi peu que 5%. Vous voyez ici les coûts que ça coûte pour ça. Par exemple, si on veut faire l'achat avec une mise de fonds de 5%, ça va nous coûter 4% de la prime, au niveau de l'hypothèque qu'on va prendre, qu'on va assurer. Et n'oubliez pas qu'au Québec, il faut ajouter 9% de taxes par-dessus de cette prime. Et la prime est financée, c'est-à-dire qu'elle est incluse dans l'hypothèque, on peut l'inclure dans l'hypothèque, mais pas la taxe de 9% sur la prime. Il faut la payer upfront au notaire. Évidemment, notre objectif, c'est de vous faire épargner de l'argent. Alors, on va travailler avec des stratégies comme on vous a mentionné pour que si vous avez une mise de fonds de 5, voir est-ce qu'on peut avoir une mise de fonds de 10? Est-ce qu'on peut créer plus de mise de fonds? Si on a une mise de fonds de 10, est-ce qu'on peut la rendre à 20% pour vous éviter de payer justement les coûts de l'assurance? Maintenant, je ferai un survol rapide sur les caractéristiques techniques du contrat hypothécaire. Alors, on peut acheter une hypothèque ouverte qu'on peut rembourser à tout moment sans aucune pénalité ou une hypothèque fermée. Je dois vous informer évidemment qu'une hypothèque ouverte va coûter beaucoup plus cher qu'une hypothèque fermée. On peut choisir, on doit choisir entre les taux fixes et les taux variables. Je vais vous montrer des graphiques et on est là vraiment pour vous conseiller qu'est-ce qui est mieux pour vous dans votre propre situation. On va vous parler de termes. Est-ce que c'est mieux de prendre un terme de 1 an, un terme de 3 ans, le terme populaire de 5 ans ou le terme de 10 ans? Soyez certains, en ce moment, on ne conseille pas le terme de 10 ans.
ne conseille pas les 5 ans non plus, fixe. Non, on va vous parler en privé. On va vraiment travailler l'amortissement. On va faire les calculs de paiement en considérant des amortissements de 25 ans. On peut aller jusqu'à un amortissement de 30 ans. Mais un amortissement de 30 ans, il risque de vous coûter un petit peu plus cher au niveau du taux d'intérêt. On va regarder avec vous, est-ce que une marge de crédit hypothécaire pourrait être une option intéressante pour vous? On va regarder les remises en argent. Il y a des gestions financières qui peuvent vous payer une remise en argent, mais évidemment, il n'y a pas de cadeau dans la vie, vous le savez. Si on prend une remise en argent, le taux va être le taux affiché, qui est beaucoup plus élevé que les taux qu'on peut négocier. On va regarder avec vous les remboursements anticipés. Est-ce que c'est pertinent de prendre des clauses, d'avoir la possibilité de rembourser l'hypothèque plus rapidement? On va travailler votre budget ensemble. On va vous montrer les calculs de pénalité. Et c'est là un très gros problème. Parce que des fois, on essaie de faire une économie au niveau du taux, sauver peut-être 5 points de base ou 10 points de base et embarquer dans une hypothèque qui risque de nous coûter une fortune si jamais on met fin à l'hypothèque avant la fin du terme. J'ai déjà vu des histoires d'horreur et c'est là qu'on va vous informer qu'il y a des gestions financières qu'on appelle virtuelles ou directes, dont le calcul de pénalité est moindre que les banques traditionnelles. Alors à ce moment-là, on va vous conseiller pour taux égal de choisir toujours celle qui donne un calcul de pénalité moindre, parce que malheureusement, on ne peut pas contrôler la vie. Il y a pas mal de surprises qui peuvent arriver et on pourrait mettre fin à l'hypothèque avant échéance. Finalement, je sais, les ingénieurs aiment lire toutes les clauses, mais écoutez, dans les actes hypothécaires, c'est quand même assez complexe. Ils sont standards, mais il y a des clauses non standards aussi. Alors, les libellés de contrat, c'est quand même assez important et il faut le comprendre. Vous n'avez pas nécessairement une expertise. Confiez votre choix à nous. On va vous guider à prendre justement des hypothèques qui n'ont pas de mauvaises surprises. Je vais parler des taux. Les taux hypothécaires, ça c'est les taux hypothécaires 5 ans affichés, est basé sur les taux obligataires. C'est les obligations du gouvernement canadien 5 ans qui déterminent les taux hypothécaires. Je n'ai rien à vous apprendre que les taux ont monté depuis 2 ans. Mais peut-être pour ceux qui n'ont pas vu plus loin que les 15 dernières années, avant la crise financière, les taux étaient aussi élevés. Alors, nous, on va vous guider. Est-ce que c'est mieux de prendre un fixe, un variable, 1 an, 3 ans, 5 ans? Et même chose, quand on a justement, vous voyez ici, habituellement, les taux hypothécaires 5 ans, la ligne jaune, coûtent plus cher que les taux hypothécaires de 1 an. Mais pas maintenant. Les taux hypothécaires 1 an est plus cher que les taux hypothécaires 5 ans. Bizarre. Il y a une raison à ça. Regardez dans le passé. Quand on a vu des périodes où les deux taux ont approché, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Les taux ont craché. C'est ce qu'on s'attend présentement. Les taux vont baisser. Là, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous expliquer quelques particularités au niveau hypothécaire et de vous éviter des pièges. On a souvent des appels des ingénieurs en nous demandant de transférer une tranche hypothécaire. Quand on entend ces mots-là, on comprend tout de suite qu'il y a un problème. Et on pose des questions. On demande, OK, vous voulez transférer une tranche? Ça veut dire que vous avez d'autres tranches, n'est-ce pas?
Oui. J'imagine dans ce cas que les autres tranches ne sont pas encore arrivées à l'échéance. Effectivement. Ben, savez-vous quelque chose? Si on transfère cette tranche ici, vous allez payer une pénalité sur l'autre tranche qui n'est pas encore arrivée à l'échéance. Et cette pénalité risque de coûter une fortune. Alors, c'est quoi le moral de l'histoire? Il faut éviter de prendre deux tranches à échéances différentes. On peut prendre deux tranches pour faire la diversification entre les taux variables et les taux fixes, mais c'est important qu'il y ait la même échéance. En même temps, on peut avoir une hypothèque qui n'est pas subrogeable. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être transférée dans une autre institution financière. C'est vraiment des pièges. Des fois, on pense avoir un meilleur taux, on prend un meilleur taux, mais on signe une hypothèque qui n'est pas subrogeable. Grave erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut refinancer pour sortir de là. On peut avoir une hypothèque parce qu'elle a un meilleur taux, encore une fois. On prend une hypothèque sans faire attention que c'est un produit qui n'est pas remboursable avant échéance. Alors, vous gagnez un héritage, vous avez une épargne, vous ne pouvez pas rembourser votre hypothèque avant échéance. Et vous allez continuer de payer les gros taux d'aujourd'hui pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Chez nous, on va vous donner les coûts pour des choses comme ça. On va vous dire non, vous êtes mieux de garder vos options. Pour un 5 points de base de moins ou 10 points de base de moins, vous êtes mieux de ne pas prendre une option comme ça, mais on va vous la montrer quand même. C'est vous que vous allez décider. Mais il y a des produits qui n'ont pas de possibilité de remboursement anticipé. Alors, on ne peut même pas faire des paiements mensuels ou annuels de plus que notre paiement hypothécaire. Il faut vraiment considérer, on peut avoir une marge hypothécaire, le prix de la marge hypothécaire, c'est les montants qu'on peut prendre, même si on a seulement une équité de 20%, ça serait possible pour certaines banques de prendre une marge de crédit hypothécaire avec 0% de limite. Là aussi, on va vous conseiller parce que si on prend une marge, ben, ça ne vous donne pas un grand intérêt au départ, mais ça rend l'hypothèque probablement non subrogeable. Alors, c'est des particularités qu'on va discuter avec vous. Garantie subsidiaire, là aussi, c'est vraiment si on voit que la banque vous offre un cadeau en vous disant « je vais mettre une garantie plus élevée que le montant de votre hypothèque », attention, l'hypothèque devient non subrogeable probablement. L'hypothèque, vous ne pouvez pas ajouter un deuxième terme, un deuxième rang par la suite. Alors, encore une fois, c'est des particularités que les banques ne vont pas vous parler en partant, mais nous, on va vous guider dans les choix. Remise en argent, je vous ai expliqué, pénalité, je vous ai expliqué déjà. Alors, c'est quoi nos objectifs? Notre objectif, c'est de vous donner les meilleurs conseils pour effectuer la meilleure transaction d'achat de maison. Vous avez des rénovations. Je vais aller très rapidement parce que le temps avance. On va vous en parler. Il y a une possibilité de financer justement les rénovations. On vous suggère toujours une marge de crédit personnelle, surtout pour les ingénieurs, parce qu'on peut l'avoir au taux préférentiel ou même au taux préférentiel plus 0,25. Alors, c'est vraiment, il y a des produits comme ça et il n'y a pas de limite. C'est plus facile. On peut aussi l'ajouter sur les prêts hypothécaires jusqu'à un maximum de 40 000, souvent, de façon générale, il y a des exceptions. Bref, on pourrait regarder vraiment les tout avec vous. Si vous avez des rénovations à faire, on va vous guider à prendre les meilleurs programmes justement pour financer vos rénovations. Bref, c'est quoi le processus? Première chose qu'il faut faire, il faut faire une planification budgétaire. On s'assoit avec vous, vous êtes encore une fois ingénieur, vous faites un très bon budget, vous suivez vos affaires. Je vous dis tout ça parce qu'on conseille des ingénieurs depuis 28 ans, depuis le début de ma carrière, et mon père est ingénieur. Oui, je suis actuaire de formation, mais je suis habitué de travailler avec des ingénieurs. Actuellement, je suis habitué de
parler avec des ingénieurs tous les jours. Ma femme est ingénieure aussi. Alors, tout ça pour vous dire qu'on est habitué dans votre langage. Planification budgétaire, c'est la première chose, c'est le début. On va vous faire une préqualification immédiatement. Ça prend 5 minutes. Au téléphone, vous nous donnez les informations, on va vous dire tout de suite, écoute, selon les informations que vous nous donnez, voici, vous pouvez vous qualifier jusqu'à tel montant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous allez jusque-là? Ça, c'est une autre question, c'est une autre discussion. On va vous faire une préautorisation incluant une garantie de taux. Les taux montent, c'est important de garantir les taux dès le départ. Et là, notre travail devient plus intéressant parce que nous, on va suivre les taux. Si les taux commencent à baisser et vous n'avez pas encore acheté, bien, on va vous appeler pour vous prendre des nouvelles sur vos plans pour réserver un nouveau taux plus bas que les taux qu'on avait réservés au départ. On va suivre les taux pour vous. Et ça, habituellement, votre institution financière ne va pas le faire. Mettons que vous faites l'offre d'achat, là, vous êtes content, vous voulez célébrer, vous avez trouvé votre maison, vous avez négocié un bon prix. Attention, à ce moment-là, c'est important que vous nous faites part dès le départ. Et quand vous allez faire l'offre d'achat, s'il vous plaît, comptez le nombre de jours de l'offre pour que ça ne tombe pas, l'échéance de l'offre, de la condition d'obtention du financement ne tombe pas à un jour férié ou une fin de semaine. Parce que si vous prenez 14 jours, vous mettez 2 semaines, mais ça tombe un samedi, bien, on vient de perdre 2 jours. Alors, c'est important, c'est un autre truc que je vous donne. Travaillez avec votre courtier immobilier pour faire l'offre avec un délai qui est 2 semaines et que ça tombe pas dans l'échéance ne tombe pas dans un jour férié. Là, nous, à ce moment-là, on a déjà préqualifié vos dossiers. C'est facile pour nous. On va monter tout, on va mettre à jour les dossiers et on va vous donner la preuve du financement. Par contre, ce n'est pas terminé, notre travail, même si vous avez votre preuve de financement. Là, c'est possible que vous allez en succursale pour signer les prêts, c'est possible que vous le faites au notaire, mais nous, on va continuer de faire le suivi des taux. Si les taux entre-temps ont baissé, on va vous appeler, on va vous dire, écoutez, les taux ont baissé, on peut avoir un meilleur taux, voici, vous avez un meilleur taux. On va continuer la négociation, on va continuer le suivi des taux pour vous. Vous n'avez rien à faire, c'est nous qui prend la charge et vous ne pouvez pas imaginer les sourires de nos clients ingénieurs quand on les appelle et on leur dit, écoute, j'ai négocié un point 10, point 15, point 20 que les taux qu'on avait. Pensez-vous que votre institution financière va faire la même chose? Penserez pas. Finalement, vous faites l'acte notarié et là, évidemment, vous ouvrez la bouteille de champagne pour ceux qui boivent et vous célébrez. C'est quoi notre rémunération? Notre service et nos conseils sont gratuits. On passera beaucoup de temps pour vous guider, mais il n'y a pas de coût pour vous. Et la seule chose qu'on vous demande, parce qu'on va travailler fort pour vos dossiers, on va vous demander votre engagement moral que à la fin du processus, on finalise ensemble la transaction hypothécaire et qu'on soit payé 2 semaines plus tard par l'institution financière. Et il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que les institutions financières nous rémunèrent pratiquement de la même chose et nous, on va aller toujours au produit qui est meilleur pour nos clients. C'est notre marque de commerce depuis 28 ans et c'est pour ça qu'on a le succès qu'on a été choisi d'ailleurs par Genium. Avant d'aller à la période de questions, je partage les 10 raisons pour ne pas prendre l'assurance hypothécaire avec l'institution financière de votre prêt. Alors, je ne vais pas passer le temps de vous l'expliquer maintenant.
on va en parler à un autre moment. Alors, notre engagement, j'espère que je vous ai démontré qu'on travaille pour vous en vous donnant les meilleurs conseils sans conflit d'intérêt parce que notre objectif, c'est de contribuer à la meilleure transaction immobilière pour vous. Et sur ça, j'ouvre la période de questions. Merci beaucoup, Peter. C'était très intéressant. On a reçu beaucoup de questions. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, vous pouvez contacter Planiprêt via le lien que nous allons mettre dans le chat. Et sinon, vous pouvez nous laisser vos coordonnées aussi dans le sondage qu'on va vous envoyer à la fin de la présentation. Un représentant de Planiprêt pourra vous contacter directement. Donc, je commence tout de suite avec la première question qui nous vient de Myriam. Elle nous dit, si j'ai une mise de fonds échelonnée sur 2 ans, est-ce que je peux cotiser 8 000 au CELIAP en 2023, puis sortir en 2024 sans imposition pour régler une tranche de cette mise de fonds? Le condo est présentement en construction. Je n'ai pas compris la dernière partie de la phrase. On sort on contribue aux 8 000 la première année? Oui, elle dit qu'elle a une mise de fonds échelonnée sur 2 ans. OK. Elle voudrait cotiser 8 000 au CELIAP en 2023, sortir ce montant-là sans imposition en 2024, et, parce que le condo est présentement en construction. Mais la prise de possession, c'est quand? J'imagine c'est à 2024? J'imagine. Ben, si le prix de la transaction, si le moment de l'acte notarié est à 2024, on peut sortir l'argent du CELIAP jusqu'à 30 jours avant la prise de possession. Alors, à ce moment-là, on peut prendre justement l'argent et faire le dernier déboursé progressif pour la construction. Écoutez, si la question est beaucoup plus complexe, il y a d'autres paramètres plus tard, écoutez, communiquez avec nous, Myriam. Ça va nous faire grand plaisir de regarder votre situation et de vous conseiller comme il faut. Merci beaucoup. Deuxième question, est-ce que le CELIAP est aussi valide pour une autoconstruction? Absolument. On peut l'utiliser pour n'importe quel, pour l'achat de la première maison, la résidence principale. Même si on a un condo, on est propriétaire d'un condo locatif. Contrairement au RAP, qu'on perd justement le droit d'utiliser le RAP, on peut utiliser le CELIAP. Alors, l'autoconstruction, c'est la même chose. Excellent, Donc, attention, la autoconstruction, il y a beaucoup de particularités. C'est très important qu'on parle ensemble. C'est très important qu'on vous guide. Il y a peu d'institutions financières qui l'acceptent maintenant. Ça prend une expertise, ça prend une expérience. Appelez-nous, on va vous donner vraiment de bons conseils. Parfait, merci. Prochaine question, on nous demande est-ce qu'on peut utiliser le CELIAP pour faire une mise de fonds pour un immeuble à revenus sans y habiter? Sans? Sans habiter dans l'immeuble à revenus. Non, il faut que ça soit, les CELIAP, il faut que ça soit utilisé pour la résidence principale. C'est-à-dire, vous pouvez habiter au départ dans l'immeuble à revenus, vous pouvez faire un propriétaire occupant, déménager par la suite, ça n'a pas d'importance. Vous avez le droit de déménager. Mais au départ, quand vous allez acheter l'immeuble, il faut que ça soit votre résidence principale, que vous n'avez pas de résidence principale auparavant. Parfait. On a eu une question qui vient d'Erika. Elle nous demande si elle ouvre un CELIAP aujourd'hui, mais peut seulement mettre de l'argent en 2026. Est-ce qu'elle pourra mettre l'équivalent de 8 000 par année de 2023 à 2026? Comme l'exemple que j'ai donné, on peut rapporter le 8 000, mais on peut le rapporter jusqu'à un maximum de 8 000. C'est-à-dire, à 2026, vous avez le droit de rapporter les 8 000 que vous n'avez pas utilisé avant, plus 8 000 de l'année 2026. Alors, malheureusement, on ne pourrait pas investir 24 000 pour les 3 années. Il faut que ça soit limité à 16 000. Mais n'oubliez pas, vous pouvez mettre 16 000 pour vous, 16 000 pour votre conjointe. Merci beaucoup. Prochaine question, on nous demande qu'est-ce qui arrive si quelqu'un ouvre un CELIAP, investit 40 000 mais n'achète pas sa première propriété? Comme j'ai mentionné, on peut toujours les transférer dans un REER sans utiliser
les droits d'utiliser, les droits de déduction non utilisés du REER. C'est-à-dire que ça ne va pas toucher votre capacité de mettre d'autres argent dans le REER. On peut prendre les 40 000 plus les intérêts qu'on a fait pendant toute cette période, les mettre dans les REER. Alors, c'est un no-brainer. Vraiment, il faut ouvrir les comptes, il faut mettre l'argent dedans, en notant évidemment que vous n'êtes pas déjà propriétaire d'une résidence principale. Merci beaucoup. On a une autre question de la part d'Andréane. Elle veut savoir quel est le délai entre la cotisation au CELIAP et l'achat d'une propriété. Elle nous donne un exemple. Elle dit si je cotise 8 000 pardon, en 2023 et 8 000 en 2024 dans son CELIAP, puis elle fait l'acquisition de sa propriété en décembre 2024. Est-ce qu'elle a le droit quand même de cotiser en 2024? Aucun problème. Dans l'exemple que j'ai donné dans la présentation, avec les 40 000 DRR qu'on avait, ben, j'ai expliqué qu'on peut sortir le CELIAP la semaine d'après qu'on a fait la cotisation de 32 000. Alors, dans l'exemple de la question, on peut justement sortir les 16 000 plus les intérêts la semaine après de la deuxième cotisation qu'on a fait en 2024. Alors, il n'y a aucun problème si on achète la maison en décembre pour vider au complet les comptes. Il n'y a pas une période minimum, contrairement au REER, pour les RAP. Il faut que l'argent soit là 90 jours minimum. Dans les CELIAP, on peut le sortir le lendemain. Très intéressant, merci. La prochaine question est de Louis-Charles. Il nous demande combien de temps il est possible de reporter les déductions d'impôts liées aux cotisations à un CELIAP. Par exemple, s'il met 8 000 cette année, mais qu'il ne déduit pas dans son revenu de cette année puisqu'il prévoit gagner plus dans 10 ans, est-ce qu'il pourrait réduire ce 8 000 de son revenu dans 10 ans lorsqu'il sera dans une strate d'imposition plus élevée? Excellente question. Félicitations de penser comme ça. Un vrai ingénieur, un vrai esprit d'ingénieur. Je peux vous dire que je ne vois aucun problème de rapporter la déduction parce que c'est le même principe que l'erreur. L'erreur, on peut les rapporter plusieurs années. Ça reste dans l'avis de cotisation, toujours de droits non utilisés. Évidemment, je vous réponds avec logique. Ce que je vais faire, parce que je n'avais pas pensé à cette question, s'il y a une limite de temps, je sais qu'à court terme, il n'y a aucun problème, mais je vais quand même faire la vérification et je pourrai vous revenir si vous nous envoyez vos coordonnées, on va communiquer avec vous pour vous dire qu'effectivement, il n'y a pas de limite dans le temps. Parfait. On nous demande ensuite si on peut retirer des montants du CELIAP pour acheter une auto ou aller en vacances. Il n'y a aucun problème, en notant qu'en même temps, vous achetez la première maison, la résidence principale. Ensuite, est-ce qu'on peut transférer des montants du CELIAP vers les REER et inversement des montants du REER vers le CELIAP? La première question, je l'ai déjà répondu. La réponse est oui. On peut les mettre dans les REER, mais par contre, on ne peut pas faire le contraire. On ne peut pas sortir l'argent du REER et les mettre dans les CELIAP, autre que la stratégie que j'ai partagée avec vous, via les RAP, via la stratégie que je vous ai partagée tout à l'heure avec l'exemple du REER de 40 000. Parfait. Ensuite, on nous demande, peut-on avoir une approbation hypothécaire si nous sommes employeurs autonomes? Si oui, c'est quoi les conditions? Oui, absolument. On peut avoir une préautorisation pour un travailleur autonome. Il faudrait vraiment regarder votre situation. Il y a quelques paramètres qu'il faut considérer. Et à ce moment-là, oui, on va vous répondre assez rapidement si on pourrait la faire ou non. Parfait. Je vais prendre une dernière question. En fait, vous avez parlé à un certain moment de frais de clôture de 1,5 %. Est-ce que vous pourriez nous préciser qu'est-ce que c'est? Absolument. Les banques, quand on fait la qualification de l'hypothèque, elles doivent s'assurer que vous avez l'équivalent de 1,5 % du prix d'achat en épargne. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des frais au moment de la transaction. Vous allez payer les notaires, vous allez payer
pour la taxe de bienvenue, ben, la banque veut s'assurer que vous avez ces liquidités en main. Alors, c'est pour ça que quand on calcule la mise de fonds, qu'on s'assure que ben, vous avez 20 pour éviter la SCHL, mais à ce moment-là, il faudrait avoir un autre 1,5 dans vos poches en épargne pour qu'on puisse vraiment prouver que vous n'aurez pas besoin d'emprunter plus pour payer justement la taxe de bienvenue, les frais de clôture. Parfait, excellent. Merci beaucoup, Peter. C'était très intéressant. Donc, c'était déjà la fin de notre période de questions. Je vais vous dire un gros merci pour votre temps et pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci à tous les participants et participantes à la maison ou au travail d'avoir assisté au webinaire. Vous pouvez répondre dès maintenant à notre sondage de satisfaction. Le lien apparaît dans le clavardage. Vous allez aussi le recevoir par courriel. C'est très important pour nous de connaître votre avis. On compte sur votre participation pour vous proposer des prochains rendez-vous aussi intéressants que celui-ci. Aussi, si vous souhaitez être contacté par l'équipe de Planiprêt concernant leur offre de service ou bien si vous avez d'autres questions à leur poser, faites-nous en part dans le sondage. Ils pourront vous contacter par la suite. Donc, merci encore à tous et à toutes. C'était un grand plaisir et au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci à tous.